Le premier point pour maîtriser les mauvaises herbes, que ce soit dans un désherbage traditionnel, conventionnel ou bien plus spécifique face à des difficultés de désherbage, le premier point, c'est les rotations longues. Ceux qui font du bio sont sur des rotations de 6, 7, 8 ans, voire plus. Bon, parfois, il y a 2 années de luzerne dont on enfouit une partie pour réinjecter de l'azote dans le sol, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même pression de mauvaises herbes quand on est sur des rotations longues, en particulier quand on introduit des cultures de printemps. Le labour, il n'y a pas besoin que ce soit un travail du sol profond, mais le retournement, le travail du sol avec retournement, permet aussi de limiter fortement les installations de mauvaises herbes. La technique des faux semis, c'est plutôt quand on a déjà des problèmes. Ça permet de faire lever et de baisser le stock semencier au niveau du sol. Il y a la technique du semis retardé également pour les cultures d'automne, mais on ne peut pas aller trop loin. Mais quand on est vraiment coincé, il faut commencer par ces techniques-là, le labour, le faux semis, le retard de la date de semis. Le désherbage mécanique, c'est quand même difficilement envisageable sur céréales, mais par contre, il y a des cultures de printemps, à grand écartement en particulier, où ça peut se pratiquer de façon assez facile. Les cultures intermédiaires, il y a des plus et des moins. Les variétés, pouvoir étouffant, forte densité, écartement réduit, etc., c'est gadget. Le travail du sol, le labour par rapport au non-labour, en fait, le fait de ne pas retourner le sol, on concentre les graines de mauvaises herbes. Quand on fait du travail superficiel, les plantes à fort TAD, c'est-à-dire à taux annuel de décroissance. Le taux annuel de décroissance, c'est la capacité qu'ont les graines à persister plus ou moins longtemps dans le sol. Dans ces systèmes de techniques superficielles, on concentre en surface les graines et on favorise plutôt les adventices à taux annuel de décroissance important, comme les vulpins, les raies gras et surtout les bromes. À l'opposé, pour les plantes qui ont un faible TAD, c'est-à-dire qu'elles se conservent très longtemps dans le profil, qu'elles soient en surface ou en profondeur, le labour les remonte en surface régulièrement, même si on désherbe et qu'on limite le salissement en surface, le labour maintient régulièrement ce stock-là et on favorise plutôt les adventices à faible taux de décroissance annuel. Donc on est très efficace avec le labour sur le brome. Par rapport à des implantations d'automne après un travail superficiel, on va, si dans les semaines qui suivent, il y a un peu de pluviométrie, avoir des levées. Donc c'est la technique du faux semis. Donc on a des levées de mauvaises herbes à l'automne, en particulier les bromes, les vulpins par exemple. Si je fais un labour pour mon semis d'automne, eh bien j'ai une destruction mécanique, il n'y a pas de problème. Si je fais une destruction mécanique et que c'est suivi d'un temps sec pendant plusieurs jours, j'ai effectivement fait un faux semis. Il a levé, il est détruit, pas de problème, je peux semer derrière. Si je n'ai pas ces conditions de dessèchement du sol, il n'y a qu'une solution, c'est la destruction chimique. Il faut 0 mauvaise herbe le jour du semis. Pour continuer sur les leviers agronomiques, il y en a un qui est bien connu, c'est celui du retard de la date de semis. On peut diviser par 2 la pression des mauvaises herbes en décalant d'une dizaine de jours. C'est très efficace sur les graminées d'automne. C'est sans effet sur des choses comme les véroniques ou les pensées. Ce qu'on apprécie moins, c'est l'effet sur le potentiel de rendement. Un décalage de 10 jours peut ne pas changer grand-chose entre le 25 septembre et puis le 10 octobre. On ne va pas avoir un effet trop important sur le potentiel, mais on peut quand même avoir un effet non négligeable sur les levées de vulpins. Par contre, les conditions d'implantation, elles deviennent de plus en plus aléatoires quand on recule dans la saison. Ça, vous connaissez bien le contre-argument. Les bromes sont capables de germer pratiquement dès la moisson. Même parfois, dans le blé, avant la moisson, on peut avoir des graines de brome qui germent. Au printemps, en sortie d'hiver, il n'y a quasiment rien. Donc c'est des levées très très précoces. Et là, les techniques de faux semis sont très efficaces. Idem sur vulpin, qui a une concomitance au niveau des stades quasi identique à celle du blé. Le raies gras, lui, a capacité à lever, à germer plus tard, mais quasiment pas au printemps. La faux avoine, si ça lève à l'automne, ça gèle en général. La pratique des cultures intermédiaires peut présenter des inconvénients. Déjà, les herbicides qu'on utilise sur céréales peuvent être persistants. On sait que le colza, la betterave, n'aime pas trop les sulfos, mais c'est pareil, on va le retrouver sur les sipans. Attention, montée à graines dans le couvert. Si on laisse en particulier, si on gère des couverts avec des repousses. Donc on laisse les repousses spontanées de la culture qui est en place, mais attention,
au salissement lié à des grenaisons, surtout des automnes un peu chauds et secs. Le fait d'implanter une scie pans ne nous laisse pas le temps de faire les faux semis. Et par contre, si on veut faire une destruction avec un Roundup, ça permet, par la même occasion, par exemple, d'avoir une lutte efficace sur chiens-dents, repousses de chiens-dents qui sont bien repartis. Ça peut être une opportunité. On laisse les repousses et on en profite pour faire un Roundup en plein quand la date nous le permet au niveau de la réglementation. Et ça peut être intéressant vis-à-vis de certaines vivaces. Et c'est la combinaison de plusieurs techniques qui permet d'avoir un intérêt. Ici, on a fait un seul faux semis, puis après on a implanté. On se retrouve avec un nombre d'épis de raies gras dans cette situation relativement important. Le fait de faire un deuxième faux semis et donc de décaler de 10 jours la date de semis permet de réduire plus de la moitié le salissement. Un troisième faux semis, mais sans bouger la date de semis, et puis le labour, ou carrément introduire dans la rotation un poids de printemps. Voilà, c'est des choses qui permettent de voir comment faire pour essayer de limiter le salissement lorsqu'il est trop important. On a des nuances entre vulpin, raies gras, d'autres résultats sur un essai de l'heure, dans des conditions assez proches des nôtres. En rouge, c'est un système non labour dans une rotation colza et orge, donc une situation à risque. On se retrouve avec les niveaux d'infestation en raies gras et vulpin dans cette situation-là. Le fait d'introduire un poids de printemps, on n'a pas trop modifié l'infestation de vulpin, mais il y a déjà eu un effet sur le raies gras. Si je décale d'une dizaine de jours le semis, il y a eu des effets importants sur le vulpin, moins sur le raies gras. Et puis, bien sûr, labour, semi-classique, etc. C'est ce qui a donné la combinaison. Donc, une culture de printemps, du labour, ça permet de maîtriser avec moins d'une plante mètre carré. Alors après, les techniques alternatives, c'est des choses que l'on regarde, mais difficilement envisageables sur céréales d'hiver. Ici, on a regroupé pour la bineuse 67 résultats expérimentaux et pour herse et houx une cinquantaine de résultats expérimentaux. Ce sont les efficacités constatées dans les essais. Il y a quand même un pourcentage de situations où ça a marché à peu près. Et ça s'explique par la météo qui a suivi les interventions. C'est bien plus facile sur de l'orge de printemps, à condition d'avoir un guidage optique, sinon ça devient rapidement infernal et on a plus vite fait de biner la culture, de faire sauter la culture que les mauvaises herbes. Donc ça, il y a un problème de débit de chantier, etc. C'est autre chose. Mais si on s'en tient à l'efficacité technique vis-à-vis des mauvaises herbes, la bineuse, c'est dans le domaine du possible. Maintenant, il y a des appareils qui peuvent être utilisables à 17 ou 20 d'écartement, ça passe. Par contre, herse ou rotative, les situations où ça a à peu près marché, c'est plutôt lié aux conditions de stade des mauvaises herbes et de type de sol. Alors, la bineuse peut travailler et faire sauter des plantes qui sont déjà un tout petit peu développées. Ça ne peut être efficace que sur des toutes petites plantules, uniquement des dicotes, au stade fil blanc. Voilà, donc c'est quand même très très limité et c'est pas avec ça qu'on va désherber de façon très efficace les céréales. Je reviens un peu à la chimie et si on la met en œuvre, il n'y a pas que les techniques d'application et la pulvée et les buses qui importent, il y a également les programmes et les interventions et on a souvent parlé de désherbétaux et c'est d'autant plus nécessaire qu'on est dans des situations où il y a une forte nuisibilité. Et dans ces cas-là, les traitements de sortie d'hiver ne permettent pas de récupérer la totalité du potentiel et il faut commencer dès l'automne. Voilà un tour d'horizon, alors un peu rapide, mais qui permet quand même de relativiser les différents aspects pour essayer de maîtriser les mauvaises herbes. Donc c'est évitons les dérives. Et s'il y a des dérives, il y a des solutions, mais la chimie, en tout cas, ne peut pas tout. Et on n'y arrive pas qu'avec des produits. On est obligé de changer 1 ou 2 points de son système pour remettre les compteurs à zéro.